Lorsque la construction de notre nouvelle maison a commencé, mon mari a perdu son emploi. Il avait promis de payer la moitié de l'hypothèque, même si cela signifiait prendre des emplois à temps partiel, mais il n'a finalement ni retrouvé d'emploi ni travaillé du tout. Alors que la nouvelle maison était terminée, mon mari a suggéré quelque chose d'outrageux. J'ai décidé d'offrir cette maison en cadeau de mariage à ma charmante nièce. Nous pouvons toujours acheter une autre maison. Si vous vous opposez à mon idée, nous devrions divorcer immédiatement. Toi? J'ai été choquée mais connaissant son secret, j'ai immédiatement accepté le divorce s'il le souhaitait. John souriait, pensant avoir eu gain de cause. Il a rapidement demandé le divorce puis a demandé le partage des biens. Le fait que je connaissais son secret a radicalement changé son attitude. Avec le soutien de quelqu'un d'autre, son plan a pris un tournant inattendu, conduisant à une situation incroyable. Nous étions un couple 3 ans après notre mariage. L'année prochaine, j'aurai 30 ans, et mon mari dans la trentaine a discuté de savoir si nous devrions avoir des enfants. Compte tenu des exigences physiques de l'accouchement et de l'incertitude de maintenir notre santé actuelle. Je voulais avoir des enfants avant ma trentaine et j'ai consulté mon mari. Il a suggéré qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter pour avoir des enfants si cela semblait trop. Ensuite, il a exprimé son désir d'avoir des enfants, mais a reconnu que notre maison actuelle était trop petite pour notre famille, proposant que nous envisagions d'acheter notre propre maison. Élever des enfants nécessite des ressources financières substantielles, et acheter une maison pourrait signifier près de 30 ans de remboursement de prêts hypothécaires. À ce moment-là, mon mari serait dans la soixantaine, probablement à la retraite. Je ne voulais pas charger nos enfants de difficultés financières. Ma mère travaillait à plein temps tout en m'élevant et en gérant les tâches ménagères, soutenant mon père et moi jusqu'à sa retraite. Je l'ai toujours admirée et j'ai décidé de travailler tout en tenant une maison. Avec cette détermination, nous avons soigneusement planifié notre maison, choisi un constructeur et lancé notre nouveau projet de maison. Heureusement, nous avions des économies, donc nous avons décidé de faire un plus gros apport pour éviter les difficultés hypothécaires futures. Au moment où tout se mettait en place, la société de mon mari a fait faillite, et il a perdu son emploi sans toucher de prime de licenciement. Je lui ai demandé s'il y avait des signes de l'imminente faillite de la société, mais il a répliqué en disant qu'il ne pouvait pas le savoir car il n'était pas un cadre. Un matin, il s'est retrouvé soudainement empêché d'entrer dans son lieu de travail, avec seulement un avis indiquant que la société avait fait faillite la veille. C'était une petite entreprise, et il semblait que le président et d'autres responsables avaient fui du jour au lendemain, ne laissant aucune prime ni même le salaire du mois. Face à un avenir incertain, j'ai suggéré que nous reconsidérions l'achat de la maison, mais mon mari a insisté pour continuer puisque nous étions déjà si loin. Poussé par sa détermination à trouver un nouvel emploi sans être trop exigeant, j'ai accepté de mettre le projet en attente. Il était optimiste quant à trouver rapidement un nouvel emploi. Nous avons décidé de poursuivre notre projet une fois qu'il aurait trouvé un nouvel emploi. Il a commencé à fréquenter le centre d'emploi. Centre d'emploi et recherche d'emploi en ligne avec enthousiasme. Mon mari a également trouvé un travail temporaire tout en cherchant un poste permanent, bien que ce soit sur appel et imprévisible. Ses actions et son engagement à partager les paiements hypothécaires m'ont rassuré. Étant donné que mes revenus étaient stables et que nous pouvions nous en sortir sans sa contribution pour le moment, j'ai décidé de poursuivre notre projet immobilier. Jusqu'à présent, mon mari pourrait sembler dévoué et responsable. Cependant, il avait une obsession inhabituelle pour sa nièce, la fille de sa sœur beaucoup plus âgée. Elle a eu son enfant jeune, et mon mari, devenu oncle tôt, chérissait excessivement sa nièce.
Malgré la distance et les visites rares, il lui envoyait souvent des cadeaux coûteux et lui donnait de l'argent bien au-delà de la norme, allant même jusqu'à lui offrir un cadeau de Noël de 1000 $, ce que je trouvais excessif. Lorsque nous avons dû faire face à des dépenses inattendues, il a priorisé les cadeaux pour sa nièce par rapport à notre budget, ce qui m'a fait remettre en question ses priorités. Son indulgence envers sa nièce me laissait souvent consterné. Maintenant sans emploi, il n'a pas dépensé nos économies pour sa nièce mais a passé de longues heures à l'extérieur, soi-disant à la recherche d'un emploi, rentrant chez lui plus tard que lorsqu'il était employé. Son empressement à trouver un emploi était louable, mais il est devenu négligent à propos de notre projet immobilier, me laissant toutes les décisions. Il m'a demandé avec arrogance de gérer toute la paperasse, voulant seulement son nom sur la copropriété. Je lui ai gentiment rappelé de montrer un peu d'intérêt pour notre maison, à quoi il a répondu avec frustration, évoquant l'épuisement de sa recherche d'emploi. Je craignais qu'il puisse plus tard argumenter que puisque j'avais pris toutes les décisions, je devrais être responsable des paiements hypothécaires. Lorsque j'ai abordé les modalités de paiement, il a voulu garder ses économies personnelles intactes jusqu'à ce qu'il trouve un emploi, priorisant les urgences futures par rapport aux besoins actuels. Il a insisté pour me laisser les paiements hypothécaires pour le moment, une proposition beaucoup trop commode pour lui par rapport à notre accord initial. Je lui ai demandé de signer un accord de prêt pour la période pendant laquelle je couvrirai l'hypothèque, sentant le besoin de m'affirmer. Il a continué à se plaindre, mais a accepté à contre-cœur quand il a réalisé que le presser sur sa recherche d'emploi pourrait compliquer les choses. John remboursera la moitié des paiements hypothécaires que j'ai effectués pendant son chômage une fois qu'il aura retrouvé un emploi. J'ai obtenu sa signature sur cet accord et l'ai stocké en toute sécurité là où il ne le trouverait pas. Malgré cela, il y a eu de nombreuses occasions où les promesses que nous avions initialement faites se sont écroulées jusqu'à l'achèvement de notre nouvelle maison. Premièrement, John, qui avait dit qu'il trouverait rapidement un emploi et ne serait pas difficile, n'a pas réussi à trouver un emploi alors que l'achèvement de notre nouvelle maison approchait. De plus, il a refusé plusieurs offres de l'agence d'intérim avec laquelle il s'était inscrit, en faisant diverses excuses. Je détestais l'idée de soutenir un mari qui ne faisait aucun effort, alors je l'ai pressé de trouver un emploi à de nombreuses reprises, mais il a toujours éludé la question, ce qui a entraîné plus de disputes. Pendant ce temps, notre nouvelle maison a enfin été achevée et prête à emménager. Cependant, dans ces circonstances, emménager, sans parler de vivre avec John, semblait difficile. En fait, j'avais rassemblé diverses informations depuis qu'il avait été licencié. Y compris son échec continu à trouver du travail, il y avait beaucoup de choses que je voulais confirmer et discuter. Comme d'habitude, quand John partait pour le centre d'emploi, je l'ai abordé. Je veux que tu passes aujourd'hui avec moi. Il y a quelque chose d'important que je veux discuter. Je lui ai dit. John a essayé d'éviter la conversation, disant que trouver un emploi était sa priorité absolue et que nous pourrions parler une autre fois. Insistant sur le fait qu'il ne manquerait pas une journée au centre d'emploi, puisque l'on ne sait même pas s'il a eu des entretiens. J'ai refusé de reculer, exigeant qu'il m'écoute. Puis John a dit quelque chose d'outrageant. Une femme qui harcèle n'est pas mignonne, tu sais. Toi? En fait, j'ai aussi quelque chose à te dire. Je pensais que je pourrais attendre, mais comme c'est une bonne nouvelle, c'est un bon moment. Ma nièce se marie, alors j'ai décidé de lui donner cette nouvelle maison. Nous pouvons diviser l'hypothèque et continuer à la payer ensemble. J'avais été stupéfaite par sa manière excessive de gâter et de dépenser pour sa nièce auparavant, mais offrir une maison entière? Pourquoi prendrait-il une telle décision significative sans en discuter avec moi au préalable? C'était la première fois que j'entendais parler du mariage de sa nièce. Je n'ai pas accepté cela.
Penses-tu que c'est quelque chose que tu peux décider tout seul? Je l'ai pressé. Ensuite, John a menacé de divorcer si je n'étais pas d'accord. Il a évoqué l'idée de construire une nouvelle maison, mais il n'y a eu aucun progrès alors qu'il était au chômage. Mais il continuait à faire des promesses incertaines concernant la recherche d'un emploi. Malgré des paroles plausibles, ses actes ne correspondaient pas. J'ai ri d'incrédulité à ses paroles. J'avais donc anticipé son idée ridicule d'offrir une maison entière à sa nièce. Cela doit sûrement être lié à cette affaire. Toujours curieux de voir comment il réagirait. Je l'ai bombardé de questions. Tu es sérieux? Tu es au chômage. Tu offres une maison avec une hypothèque en suspens à ta nièce? Penses-tu qu'elle serait heureuse avec une telle chose? Comment pourrait-on même avoir l'idée de donner une maison pour laquelle nous remboursons un prêt hypothécaire de 30 ans? De plus, donner une maison avec une hypothèque impayée en guise de cadeau semble être une charge, ce qui est tout simplement scandaleux. Je l'ai aussi pressé sur ce que cela signifiait pour nos projets de fonder une famille, étant donné que nous avons acheté la maison pour quand notre famille s'agrandira. John a répondu avec défiance à mes questions, disant qu'il ne serait pas dérangé par un divorce. Il a esquivé toutes mes questions, menaçant simplement de divorcer sans s'expliquer. C'était comme si nous n'étions même pas de la même espèce, la conversation étant impossible. Il y avait beaucoup de choses que j'avais l'intention de discuter, mais il semblait que John était bien plus déraisonnable que je ne l'avais anticipé. J'avais pensé à évoquer moi-même le divorce, alors j'ai rapidement accepté sa proposition. Si tu es d'accord avec mes conditions, y compris quitter la maison et finaliser notre divorce, j'écouterai tout. John a dit. Tu peux donc déposer les papiers de divorce en premier, mais je veux régler la division des biens après que le divorce soit officiel. Le divorce est officiellement finalisé. Je veux aussi me préparer à vivre seul, donc réglons tout une fois que tu seras calmé. Je lui ai dit. John a accepté, disant qu'il suivrait mes souhaits tant qu'il pourrait demander le divorce immédiatement. En réalité, mon désir de me préparer à vivre seul était un prétexte. Il y avait autre chose que je devais faire. J'ai dit à John que j'avais besoin de temps pour me préparer à vivre seul comme moyen de gagner du temps sans qu'il s'en aperçoive. Après un certain temps, ayant terminé tout ce que j'avais laissé inachevé, j'attendais le bon moment pour contacter John. Puis, peut-être devenant impatient ou ayant découvert quelque chose, il m'a contacté en premier. Que se passe-t-il? Pourquoi notre nouvelle maison est-elle mise en vente? C'était censé être un cadeau de ma nièce, et c'est notre propriété commune pour commencer. Si tu fais les choses à ta manière, je ne paierai pas l'hypothèque. Il était furieux au téléphone, me reprochant de vendre notre maison en commun sans son consentement et refusant d'écouter tout ce que j'avais à dire. Après l'avoir laissé se défouler, j'ai répondu. Je savais que tu essayais de me faire porter tous les paiements. Pensais-tu vraiment que c'était encore une propriété commune? Tu étais tellement pressé de divorcer. Je pensais que tu aurais vérifié cette partie attentivement. En effet, lorsqu'il a insisté sur la propriété commune, c'était ainsi que c'était arrangé. Cependant, soupçonnant qu'il éviterait finalement tous les paiements et revendiquerait la maison comme la sienne, j'ai changé la propriété en raison de ma méfiance, quand il a commencé à agir étrangement après la fin de la construction de la maison. Pensant qu'il révélerait alors ses véritables intentions, il a obstinément soutenu que la maison était pour sa nièce, convaincu qu'il n'avait pas été découvert. J'ai donc remboursé l'hypothèque entière avec mes économies. À l'insu de John, mes parents avaient vendu un terrain hérité de mon grand-père pour fournir de l'argent pour aider au paiement. Mes parents ont toujours préconisé l'achat comptant plutôt que de prendre des prêts, qu'ils considéraient comme incertains et risqués. Ils m'ont soutenu financièrement pour que je puisse payer la maison en entier.
J'avais envisagé de suivre leurs conseils, mais alors John a perdu son emploi, craignant qu'il ne devienne encore plus irresponsable s'il savait pour l'argent, j'ai gardé le silence. Depuis, je doutais qu'il me rembourse si je couvrais tous les frais. Je ne lui avais pas dit, ne voulant pas piétiner la générosité de mes parents. John était furieux en découvrant le changement de propriété et m'a accusé de rompre notre promesse de conserver la maison. La maison est toujours là, n'est-ce pas? Elle n'est pas détruite, et on peut y vivre, n'est-ce pas? Si elle finit entre les mains de quelqu'un d'autre, cela ne te concerne pas. Si tu la veux vraiment, tu peux la racheter. J'avais le droit de faire ce que je voulais de la maison que j'avais entièrement payée, bien que vivre dans une maison prévue avec un ex-mari me semblait mal. John, frustré par ce que j'avais dit, prétendait avoir droit à une partie des recettes en tant que bienheureux. Il a exigé une part immédiate, promettant de vérifier le montant exact plus tard. Je l'ai invité à me rencontrer, disant que j'avais plus à lui dire. Je suis arrivé tout à l'endroit désigné, l'attendant. Quand John est arrivé et a commencé à parler, je lui ai montré quelque chose qui l'a fait s'interrompre en plein milieu de sa phrase, les résultats d'une enquête privée. D'une enquête privée sur sa conduite, le rapport comprenait des preuves de son aventure, avec des photos marquantes de lui embrassant une autre femme en public, dînant dans des restaurants chers et entrant dans des hôtels. Il détaillait que bien que John ait initialement cherché un emploi après son licenciement, il a rapidement commencé à voir l'autre femme régulièrement, prétendant être célibataire et avoir du mal à trouver du travail en raison de la récession, suscitant sa sympathie. Il ne cherchait pas seulement sa pitié mais l'a aussi convaincu de sa désespoir financier, la menant à le soutenir financièrement, agissant essentiellement comme un escroc, lui proposant le mariage. J'ai été malade en apprenant qu'il avait intensifié les pourparlers de divorce parce qu'il en avait assez de tout, y compris des discussions sur l'hypothèque et son attitude non coopérative. L'autre femme, compatissante et docile, était plus facile à manipuler que moi, prévoyant de passer de moi à elle. L'histoire de donner la maison était juste une tactique pour accélérer notre divorce, une raison pour laquelle il pensait qu'il pourrait l'utiliser si je refusais. Mais il se trompait en pensant qu'il m'avait manipulé. En réalité, c'était moi qui orchestrais tout. J'avais engagé un détective privé lorsque j'ai remarqué le comportement étrange de John et j'étais au courant de son infidélité. Son excuse de donner la maison à sa nièce était inattendue, mais j'avais déjà décidé de divorcer après avoir appris son aventure. Je voulais discuter de cette affaire avec John avant d'emménager dans notre nouvelle maison. Au début, j'avais prévu de le confronter à propos de son infidélité et de déclarer mon intention de divorcer. Cependant, en observant son comportement irrationnel, j'ai réalisé qu'il était incapable d'une conversation raisonnable. Alors j'ai décidé de le laisser croire qu'il avait eu gain de cause pendant que je planifiais mes prochaines étapes en arrière-plan. Détenant toutes les preuves, j'ai confronté John. J'ai des preuves solides de ta liaison. Avec toutes ces preuves, tu ne pourras pas t'en sortir par des paroles. Je vais te demander une compensation. Tu savais et tu es resté silencieux? Quel genre de femme es-tu, restée silencieuse sur l'infidélité de ton bien-aimé mari? Bien-aimé? D'ailleurs, celui qui m'a trahi, c'était toi, n'est-ce pas? L'affirmation de John concernant un mari bien-aimé était tellement absurde que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Comme je lui ai rétorqué, il a bafouillé avant d'insister à nouveau sur son droit à une part des biens. C'est à ce moment-là que j'ai appelé le père de John, mon dernier recours. Je l'ai informé que John demandait une division des biens. John a commencé à se plaindre de pourquoi j'avais besoin d'impliquer son père, mais quand je lui ai dit que son père voulait lui parler, ses plaintes se sont arrêtées brusquement. J'ai mis le téléphone en mode haut-parleur. Je l'ai remis à John pour qu'il entende son père le réprimander.
Son père l'a réprimandé pour son comportement, demandant comment un homme dans la trentaine pouvait agir de manière aussi honteuse en le critiquant pour causer une rupture familiale tout en exigeant une part des biens. John a toujours eu une relation difficile avec son père. Incapable de le défier depuis l'enfance. Son père déteste absolument la malhonnêteté et méprise particulièrement ceux qui blessent ou trompent les autres. Après que John a proposé le divorce, j'ai immédiatement cherché conseil auprès du père de John, demandant de l'aide si je ne pouvais pas résoudre cela moi-même. Il m'a soutenu, disant de me débarrasser d'un mari trompeur et promettant de confronter John lui-même. Cependant, j'avais beaucoup de choses à dire à John moi-même, craignant qu'il puisse s'enfuir si son père intervenait. J'étais restée silencieuse. Ma raison de vouloir du temps après notre divorce était en partie de coordonner avec le père de John et de m'assurer que John ne découvre pas la vente de la maison. De plus, je voulais clarifier la relation de John avec sa nièce et j'ai appelé la sœur de John devant le père de John. J'ai directement demandé à sa fille si elle avait déjà reçu des cadeaux coûteux ou de grosses sommes d'argent de la part de John, à quoi elle a répondu non. La sœur de John a mentionné que même lors des anniversaires où John était invité, il n'apportait jamais de cadeaux, seulement des voitures bon marché. Ma nièce n'avait aucune idée du prétendu mariage ou du cadeau de la maison, trouvant cela absurde et non désiré. Le père de John et la sœur de John étaient également inconscients de l'affection prétendue de John pour sa nièce. Où tout l'argent que John prétendait dépenser pour sa nièce était-il passé? La sœur de John a ensuite partagé des informations précieuses sur le passé de John. À l'âge de 20 ans, lors d'une descente de police dans un casino illégal, il a été détenu. Craignant la réaction stricte de son père, John avait supplié sa mère de garder le secret, admettant avoir joué des objets de valeur contre de l'argent. Malgré sa promesse d'arrêter, son addiction semblait pathologique. Le père de John a confirmé la disparition d'objets de leur entrepôt, confrontant John à propos de son jeu sous prétexte de prendre soin de sa nièce. Utilisez votre nièce comme couverture pour votre jeu? Vous jouez malgré votre chômage? Le partage des actifs n'est pas destiné à financer vos paris. Il a ordonné à John de rentrer chez lui pour une rééducation sévère. Incapable de défier son père, John a cédé, renonçant à toute revendication sur les actifs et acceptant de payer une compensation. Suite à l'intervention du père de John, un avocat qu'il avait arrangé pour moi a confirmé que John avait officiellement renoncé à sa revendication sur tout bien commun, me permettant d'acquérir tous les actifs communs. De plus, grâce à la considération du père de John, j'ai reçu une somme forfaitaire de frais d'inconvénient de la part de John, largement supérieure au taux standard. Au début, j'ai nourri de la rancune envers la partenaire de John. Cependant, à mesure que l'enquête sur le comportement de John s'est étendue à elle, mes sentiments ont changé. Elle croyait que John était célibataire et en difficulté financière, et malgré ses propres difficultés financières, elle lui avait donné de l'argent. Il m'est apparu clairement qu'elle aussi était une victime de la manipulation de John. Malgré avoir été elle-même trompée, elle a exprimé des remords pour avoir potentiellement perturbé ma famille et s'est excusée avec larmes. Elle a même offert une petite somme d'argent en guise de compensation, que j'ai refusée, appréciant suffisamment son sentiment. Je lui ai fait savoir qu'en tant qu'autre victime de la tromperie de John, elle pourrait prétendre à une certaine compensation. Compensation expliquant que ses promesses de mariage, associées à des demandes financières, pourraient constituer une fraude. Elle a immédiatement agi suite à ce conseil. Lorsqu'elle a confronté John chez ses parents en l'accusant de tromperie en utilisant le mariage comme appât, le père de John est devenu furieux. Il a suggéré qu'elle pourrait porter plainte à la police et a exigé que John se rende immédiatement, provoquant une grande agitation. John a supplié le pardon à la fois de sa compagne et de son père,
promettant de restituer tout l'argent qu'il avait escroqué pour éviter l'implication de la police. Ses maigres économies ont été complètement épuisées en remboursant sa compagne et en couvrant les dommages, le laissant sans le sou. Récemment retraité. Le père de John avait beaucoup de temps pour surveiller de près John, appliquant une supervision stricte qui rendait même une prison plus clémente en comparaison. Les tentatives de John pour échapper à la surveillance ont été de courte durée. La faim l'a ramené devant la porte de son père en moins de 2 jours. Le père de John, consterné par le manque de résolution de John quant à rester ou fuir, l'a renié après avoir déclaré sa déception. John, désormais sans abri et sans un sou, a cambriolé le stockage de sa famille, répétant ses actions passées de vol d'objets de valeur. Cependant, le père de John, averti par des incidents passés, a depuis renforcé le stockage avec des contrats de surveillance et de sécurité, conduisant à l'appréhension rapide de John par la police lors de sa tentative de vol. Sa mère étant décédée, sa sœur furieuse de son exploitation de sa fille et son père refusant de le sortir de prison, affirmant que la prison pourrait le reformer. John s'est retrouvé sans personne sur qui compter. J'ai également refusé toute implication, soulignant notre éloignement. Maintenant, avec la maison vendue et les bourses en main, je prévois d'investir dans une régénération personnelle bien nécessaire. J'ai réussi à louer un appartement au dernier étage dans un immeuble où j'ai toujours voulu vivre. D'ici. J'ai hâte de louer un appartement au dernier étage dans un immeuble où j'ai toujours voulu vivre. D'ici. Je me réjouis de profiter de la vue, de me faire plaisir avec de la bonne nourriture et d'apprécier le temps passé loin de John, reconnaissant les années endurées ensemble.